Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique du dimanche. Rebonjour mon cher Thomas Binet. Rebonjour Maxime. Après cette courte pause, le programme cette fois-ci d'Oser investir. Est-ce qu'il faut avoir encore une carte bancaire ? Est-ce que c'est utile ou inutile ? On va y répondre dans un instant. Et la fin de l'année approche. L'instabilité politique et économique sont bien là. Alors que faire pour votre argent en 2026 pour réduire peut-être en partie vos impôts ? On va y répondre dans un instant avec Thaïs Castan qui est associé chez LEA Finance, un cabinet de gestion de patrimoine. Et puis notre expert Olivier Malteste qui va nous parler de la retraite. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Mais avec cette question, Thomas, en réalité, on est au cœur du porte-monnaie des Français. Soyons clairs, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore le coup d'avoir une carte bancaire, surtout quand en réalité on peut payer gratuitement avec ce qui nous sert de téléphone au bout de la main? C'est une excellente question Maxime, parce que pendant longtemps la carte bancaire c'était le sésame absolu pour les Français, solide, pratique, mais avec des frais mensuels en revanche parfois élevés. Alors aujourd'hui les banques en ligne, il faut le dire, et les applications de paiement ont complètement bouleversé le modèle. Certaines proposent des cartes gratuites ou même virtuelles directement sur vos smartphones. Donc ça veut dire quoi? Que même payer pour une carte physique aujourd'hui c'est devenu totalement dépassé? Alors pas complètement, parce que les cartes payantes gardent des avantages. Assurance voyage, garantie sur les achats, assistance à l'étranger ou encore des plafonds plus élevés. Mais il faut bien regarder si ces services correspondent à son usage. En revanche, beaucoup de gens payent 10 ou 15 euros par mois pour des avantages dont ils ne se servent absolument jamais. Donc en réalité, pour faire notamment le lien avec un sujet qu'on a abordé ici, la carte c'est un peu comme un abonnement de streaming. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se demander si on s'en sert. Absolument. Et si vous voyagez peu, que vous gérez tout via votre téléphone et que vous n'avez pas besoin d'assurance premium, une carte gratuite ou virtuelle suffit absolument. En revanche, si vous partez souvent à l'étranger, une carte de crédit avec de bons services peut vite se rentabiliser. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et Thomas, nous sommes ce matin avec Thaïs Castan, associé chez LEA Finance, cabinet conseil en gestion de patrimoine composé de près de 100 collaborateurs et plus de 2 milliards d'actifs conseillés. Et vous êtes l'invité, cher Thaïs, de Thomas Binet. Thaïs Castan, bonjour. Bonjour Thomas. La fin de l'année s'approche, on est quand même mi-octobre. Alors, il est encore temps de faire certaines choses, on va essayer de le voir ensemble, mais est-ce qu'il est possible de bien investir quand même pour avoir le bénéfice dès 2026 ? Tout à fait, heureusement. Oui. C'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Là, on est fin octobre. Il reste encore pas mal de leviers qu'on peut utiliser pour investir, capitaliser, placer son argent, optimiser ses impôts également. Donc voilà, c'est vraiment le bon moment de se poser des questions. Alors, on va regarder ça dans le détail dans un instant. Mais en revanche, en regardant l'actualité, quand même, la discussion budgétaire qui vient de débuter afin d'obtenir un budget pour 2026, est-ce que vous avez, en qualité de professionnel, des craintes sur des modifications éventuelles pour les épargnants ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on assiste quand même depuis quelques jours en commission à un véritable concours l'épine sur amendement qui vont modifier certaines choses si elles arrivaient sur la discussion finale au Parlement et étaient votées en l'état. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude chez vous, professionnels, et a fortiori chez vos clients ? On s'aperçoit qu'il y a toujours des solutions. Là, dernièrement, il y a quelques mois, il y a eu une révolution sur le dispositif du LMNP, le loueur en meublé professionnel. Donc, c'est le fait de mettre un bien immobilier en location, meublé. Et en fait, on bénéficie d'un amortissement tout au long de l'investissement qui permet de réduire la fiscalité, je dirais même de neutraliser la fiscalité sur les revenus fonciers à zéro pendant une dizaine d'années. Bon. Et en fait, ça a été, on va dire, les cartes ont été rebattues puisque cet amortissement dont on bénéficie durant sa période de possession. Exactement, serait réintégré à la plus-value. Donc forcément, ça pose une question de se dire, est-ce que l'avantage fiscal que j'ai au cours de l'investissement n'est pas revu lors de la revente et est-ce que je n'y perds pas au bout du compte ? Écoutez, on se rend compte que si on attend finalement plusieurs années, on est, quoi qu'il arrive, exonéré de la fiscalité sur la plus-value immobilière. Au bout de 22 ans, on est exonéré de prélèvements unique. Et puis ensuite, au-delà de ça, on est exonéré au bout de 30 ans de prélèvements sociaux. Donc la question, c'est de se dire, oui, c'est vrai que si on décide de revendre son bien à court terme, c'est pas optimal. Oui. En revanche,
plus on attend et plus l'investissement a du sens, puisqu'on aura moins de fiscalité au bout du compte. Donc ça, pour répondre à votre question, c'est qu'on arrive forcément à trouver des alternatives, à s'adapter par rapport à ces nouveaux dispositifs qui vont être mis en place. Il y aura toujours des solutions. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pour 2026, mais on peut quand même faire des choses dès à présent, au cas où certaines mesures passeraient, certaines directives du Parlement. Quelles sont les actions qu'on peut envisager à très court terme, là, dans les 2 mois qui viennent, à mettre en œuvre pour en voir un bénéfice en 2026 ? Alors, moi, j'aime bien revenir comme introduction sur l'univers de la fiscalité de manière générale pour nos clients. On pense intuitivement à l'impôt sur le revenu. Oui. Il n'y a pas que cette imposition-là. Il y a également l'imposition sur les plus-values mobilières, immobilières. Oui. Il y a l'imposition sur la fortune immobilière, donc sur le patrimoine immobilier. Il y a l'imposition sur les prélèvements sociaux. Il y a l'imposition sur l'impôt sur les sociétés pour ceux qui détiennent des SCI ou des holdings ou ce type de société. Bref, il y a quand même pas mal de leviers sur lesquels on peut intervenir pour optimiser la fiscalité de nos clients de manière générale et pas uniquement sur les revenus issus de sa profession, je dirais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toute une palette. Absolument. De produits, ce qui veut dire que concrètement, les gens, on ne s'y connaît pas forcément les uns les autres dans ce genre d'attitude. Donc, quelle est la bonne démarche ? D'abord, il faut faire peut-être un bilan patrimonial, un bilan de sa situation fiscale ? Oui, l'idéal, c'est quand même de faire appel à un professionnel qui va effectivement faire un bilan de votre situation, de voir où sont vos leviers, quelles sont vos attentes, et en fonction de cela, où est-ce qu'il pourrait vous apporter une valeur ajoutée. C'est le banquier qui peut le faire ? C'est votre banquier, non ? Alors, certains banquiers peuvent avoir cette formation, mais c'est quand même assez spécifique à des cabinets de gestion de patrimoine, très clairement. On peut aussi avoir des avocats fiscalistes qui peuvent s'y connaître, mais après, ils n'auront pas forcément les outils derrière pour vous permettre d'investir ou d'optimiser. Donc, c'est vrai qu'un cabinet en gestion de patrimoine, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais a une palette suffisamment large pour à la fois vous conseiller et vous proposer des solutions et des montages dans la foulée. Alors, qu'est-ce qu'on peut engager là ? Tout de suite, dans les 2 mois qui viennent, pour faire baisser la note. Excusez-moi d'être un peu monomaniaque sur le sujet, mais je pense que ceux qui nous écoutent, ils ont besoin de savoir. Est-ce qu'il y a des choses à faire tout de suite ? Oui, alors il y a différents sujets sur lesquels on peut revenir. Déjà, pour tout ce qui est revenu professionnel, il faut savoir si on est salarié, si on est indépendant. Si on est salarié, donc effectivement, il y a l'abattement des 10% qui s'applique automatiquement. Mais il faut voir si aujourd'hui, par exemple, les frais réels ne peuvent pas être une bonne alternative. Pour des personnes qui ont beaucoup de déplacements, pour des personnes qui ont des frais de bouche importants, des frais de transport, un équipement matériel pour le télétravail. Enfin voilà, il y a peut-être des optimisations à avoir pour des sujets assez rudimentaires comme cela. Il y a les revenus fonciers également. Les revenus fonciers, savoir si est-ce qu'on va être en micro-foncier pour des petites surfaces, ou alors est-ce qu'on peut choisir le régime du loueur en meublé comme on vient de le voir en début de cette interview. Est-ce qu'on va plutôt choisir le régime réel avec une déduction de charges, garder bien les justificatifs. Ensuite, il y a tout ce qui va être investissement au sens large du terme, donc investissement immobilier, investissement financier. Pour les investissements immobiliers, alors, il y a le sujet le dispositif Pinel a disparu l'année dernière, donc malheureusement il n'a pas été remplacé, diront les professionnels. C'est pas forcément la même version au niveau du gouvernement, ils le voient pas forcément de cette manière-là. Donc qu'est-ce qu'on fait si on veut investir en immobilier, sachant qu'on n'a plus de dispositif réellement comme celui-là ? Alors, il y en a d'autres ? Oui, il en reste toujours. Il y a les dispositifs de Normandie, il y a les dispositifs Malraux Monuments Historiques qui sont quand même assez spécifiques, mais qui existent malgré tout. Ouais. En réalité, ce que nous conseillons chez Aléa, plutôt au sein de nos clients, c'est alors soit d'investir en immobilier et de choisir le régime fiscal adapté, c'est-à-dire le régime du LMNP si on a la possibilité de faire un bail meublé, puisque ça va permettre quand même d'optimiser durant toute la durée de l'investissement les revenus fonciers, parce qu'on va avoir une neutralité sur l'imposition. Donc c'est un sujet important. On peut aussi choisir d'investir non pas dans de la pleine propriété en immobilier, mais dans de la nue propriété, ce qui permettra, d'optimiser la fiscalité sur les revenus fonciers, puisqu'il n'y aura pas de revenus fonciers. Et puis d'optimiser aussi le coût d'achat, puisqu'on ne va pas acheter en pleine propriété, on aura une décote, ce qui permettra donc de générer une plus-value latente au moment de la revente. Alors Thaïs Castan, il n'y a peut-être pas le même impact, mais on peut faire des dons quand même aussi à la famille. Ça n'a pas le même impact que celui qu'on vous venez d'évoquer, mais comment on peut s'y prendre si on veut faire du bien à ses proches et en faisant du bien aussi à son porte-monnaie ? Oui, il y a effectivement de manière plus directe, sans entrevoir un investissement, il y a le don, effectivement, donc en fonction de sa sensibilité, on peut choisir de faire des dons qui vont donner lieu à une réduction d'impôt de 66% dans la limite de son revenu imposable, évidemment. On peut aussi faire des dons à des organismes
qui sont dédiés à la personne, comme les Restos du Cœur, etc., qui ouvrent droit à 75% de réduction d'impôt, donc un peu plus importante. Il y a aussi les donations. Bon, là, en cette fin d'année, si par exemple les parents, les grands-parents veulent faire des donations auprès des générations plus jeunes, on a environ 32 000 euros de dons manuels tous les 15 ans que l'on peut utiliser. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être anticipation de la succession, avec la transmission d'un patrimoine, que ce soit un patrimoine financier, d'un patrimoine immobilier. Pour les patrimoines financiers, vous voyez, par exemple, on peut utiliser le levier de l'assurance vie, qui ouvre droit à chaque bénéficiaire à un abattement de 152 000 euros. Ça, c'est révolutionnaire dans le monde de la transmission de patrimoine. Sachant, Thaïs Castan, qu'on est quasiment à la fin du mois d'octobre, il nous reste combien de temps pour organiser tout ça, si on veut s'y prendre sérieusement ? Alors, tout dépend de ce qu'on souhaite mettre en place. Par exemple, pour ouvrir une assurance vie, en l'espace de 2 semaines, 1 mois, ça peut être réalisé. Donc, c'est assez rapide. En revanche, s'il faut passer devant un notaire pour anticiper de la transmission immobilière... Là, il faut se dépêcher. Voilà, il faut prendre... Ça peut être fait, toujours, mais il n'est pas trop tard, mais il est quand même urgent de s'y prendre maintenant. Merci à vous, Thaïs Castan. Merci beaucoup d'être passé du côté d'Oser Investir, et je rappelle que vous êtes associé au cabinet LEA Finance. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour conclure ce rendez-vous du dimanche matin, nous sommes avec Olivier Malteste, professeur de finance à Paris-Dauphine, et vous allez revenir sur le comportement des Français vis-à-vis de leur épargne retraite. Oui, Maxime, parce que le Premier ministre a annoncé la semaine dernière la suspension de l'application de la réforme des retraites, a priori jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Olivier, est-ce que ça milite pour le développement de l'épargne retraite individuelle, cette histoire ? Plus que jamais, Thomas, j'en ai bien peur. Oui. Les Français, on le sait, sont de plus en plus inquiets concernant leur retraite. Depuis son instauration dans le cadre de la loi Pacte en 2019, le succès du PER, le plan d'épargne retraite, ne se dément pas. Mais j'ai été surpris par le résultat d'un sondage OpinionWay pour les Échos. La question posée par le sondage était, selon vous, quel placement faut-il privilégier pour sa retraite ? Et du coup, la réponse des Français interrogés était laquelle ? Grand gagnant, avec 41% des votes. Le placement à privilégier pour sa retraite sera le fonds en euros de l'assurance vie. À la deuxième place, avec 29%, on trouve le livret A. Bien placé également, le livret de développement durable et solidaire, qui recueille 17%. Le plan d'épargne logement, le fameux PEL, convainc quant à lui visiblement 15% des Français. Mais Olivier, ce ne sont que des placements a priori sans risque et à faible rendement. Et oui, Thomas. Alors, il y a effectivement des Français qui citent des placements plus risqués, par exemple les actions, mais ce ne sont uniquement que 12% qui pensent qu'investir en actions en direct est un placement à privilégier pour sa retraite. Les fonds en actions, eux, 11%. Et les ETF, me direz-vous, qui sont pourtant des placements de plus en plus plébiscités, des produits de plus en plus plébiscités, ils sont cités qu'à hauteur de 8%, comme les cryptos. Pourtant, l'un des intérêts d'épargner pour sa retraite, c'est quand même d'avoir du temps devant soi, a priori. Et oui, et donc selon la théorie financière, de pouvoir ainsi prendre plus de risques. Et dans le même sondage, 22% des sondés répondent également ne pas savoir quel placement privilégier. Alors dans ce cas, il faut se renseigner, se faire conseiller pour ne pas rester dans l'ignorance. Et il existe par exemple des solutions en gestion pilotée qui permettent à des gérants dans ce métier de modifier les allocations à votre place en fonction des opportunités de marché. Et avec la gestion par horizon qui est encadrée par la loi Pacte, votre épargne est progressivement désensibilisée de manière à réduire le risque au fur et à mesure que vous vous rapprochez du moment de vos départs à la retraite. Merci Olivier. Merci beaucoup mon cher Thomas, et évidemment, on vous retrouve dimanche prochain dans la matinale week-end, comme tous les dimanches. Sud Radio, Osez Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.